Bonsoir à tous, je me présente Philibert Durier, je suis chef de clinique dans le service du professeur Philippe Gorroud, de la clinique des maladies mentales et de l'encéphale, qui a une spécificité depuis plus de 30 ans de prendre en charge les patients, patientes principalement, mais aussi des hommes souffrant de troubles du comportement alimentaire ou troubles des conduites alimentaires. Alors, en une minute, je vais tester les troubles des conduites alimentaires. Donc, trois troubles principaux, l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. L'anorexie mentale, c'est trop peu connu, mais est associé à un fort taux de décès, 10% tous les 10 ans pour les sujets atteints. Ça touche les sujets jeunes, adolescents, jeunes adultes, et c'est la pathologie psychiatrique la plus suicidogène. La boulimie, c'est une maladie assez honteuse, assez invisible, parce que les personnes qui souffrent de boulimie, ça ne se voit pas sur leur poids. La plupart du temps, ils sont à poids normal et peuvent mener une vie en apparence normale, associée à une très grande souffrance, aussi un risque suicidaire et des complications physiques. Et dans l'hyperphagie boulimique, c'est associé à toutes les complications de l'obésité. Et là, dans les filières de prise en charge, donc du binge eating disorder ou l'hyperphagie boulimique, il y a à peu près en France tout à faire. Pour l'anorexie mentale, qui est notre sujet de prédilection en recherche, il n'y a aucun traitement biologique disponible en dehors de la renutrition. Pour la boulimie et l'hyperphagie boulimique, je voulais quand même citer les recommandations qui sont sorties en juin, mais qui sont vraiment sorties au grand public la semaine dernière. Les premières recommandations françaises, après les recommandations de 2010 pour l'anorexie mentale, en 2019, les recommandations pour la boulimie et l'hyperphagie boulimique, avec un certain nombre de fiches pratiques tout à fait intéressantes pour tous les cliniciens. Alors, par rapport à mes collègues qui travaillent sur la schizophrénie, par exemple, on est un domaine de recherche assez embryonnaire. Et le niveau de connaissance est quand même bien moindre que dans la dépression ou dans la schizophrénie. Il y a tout un champ de recherche qui se porte sur les circuits de la récompense ces dernières années et le retour en force, parce que c'était des hypothèses au début du XXe siècle, le retour en force du métabolisme et ce lien avec les troubles cognitifs, les aspects plus psychiatriques. Donc on peut appeler, on a collaboré à ce travail en génétique qui est sorti en juillet dernier, l'anorexie mentale comme un trouble métabo-psychiatrique, et il y a vraiment un champ fascinant de recherche. Et on collabore donc sur des premières études depuis quelques années, depuis 2016, les vrais premiers résultats en génétique dans l'anorexie mentale. Et oui, je reviens juste, on a accueilli la semaine dernière à Paris, pour la première fois depuis sa création il y a 30 ans, le Congrès européen des troubles alimentaires. Et on était très représentés pour le GHU. Ici, à la clinique des maladies mentales et de l'encéphale, la CMME, on a depuis un peu plus d'un an totalement standardisé l'accueil des nouveaux malades. On a entre 20 et 30 nouvelles demandes de prise en charge pour troubles alimentaires par semaine. On est totalement débordé. Et on accueille à peu près 400 nouveaux patients par an, avec une évaluation standardisée initiale qui comprend, pour faire très, très rapide, deux types d'évaluation. Une évaluation évidemment intra-hospitalière, qui est transversale, qui prend en compte les aspects plus somatiques, les aspects neurocognitifs, et toute une dimension écologique, une évaluation du patient en milieu de vie, avec, on utilise largement les outils connectés, la glycémie, qui est un facteur essentiel. On ne sait pas encore bien la fonction de ces rôles, de la régulation glycémique de l'anorexie mentale, mais on sait de par la génétique et un certain nombre d'études préliminaires que ça joue un rôle très très important comme facteur de maintien du trouble. Et on va pouvoir collecter un très grand nombre de données de manière standardisée et, on l'espère dans un second temps, longitudinale. Et c'est la porte d'entrée vers les soins, évidemment. Pour faire très simple et très rapide, on a notre axe de recherche, c'est l'anorexie mentale comme un trouble de l'effet récompense. On sait toute une littérature autour de l'anorexie mentale vue comme une addiction, mais on sait que le traitement de la récompense est très particulier, très singulier dans l'anorexie mentale, avec ce qu'on appelle une tolérance extrême au délai d'attente, c'est-à-dire que les patientes, essentiellement, qui souffrent d'anorexie mentale, ont cette capacité à attendre longtemps pour obtenir un peu plus en termes de récompense. Mais quelle est la récompense
dans l'anorexie mentale. Et on a tout un travail en collaboration avec une équipe américaine, l'équipe de Fladung, sur l'effet récompensant des images de maigreur. Et l'on a montré comme ça, en répliquant sous une autre forme les travaux de Fladung, que l'anorexie mentale relevait plus de l'addiction que de la phobie, c'est-à-dire que les patients avaient peu de réactions émotionnelles par rapport aux images de surpoids et des réactions très fortes en lien avec une activité au niveau du striatum ventral face aux images de maigreur. On a pu, toujours dans cette logique, on a la chance ici au GHU, au sein du GHU et sur le site Sainte-Anne, d'avoir une grande proximité entre plusieurs compétences. Et donc grâce à notre recrutement au sein de la clinique des maladies mentales et de l'encéphale, grâce au service de neuroradiologie, grâce à l'équipe de neurochirurgie, mais aussi grâce à l'appui, parce qu'on est habitué à collaborer avec les services de soins somatiques et notamment les soins aigus, l'appui des réanimateurs, on a pu récemment, il y a quelques mois, et c'est la première fois que j'en parle en public, faire bénéficier une patiente d'une stimulation cérébrale profonde au niveau du striatum ventral, au sein du noyau accumbens. Il y a une dizaine de cas publiés au niveau international. C'est une première en France, une patiente qu'on n'arrivait absolument pas à stabiliser en dehors de l'hôpital. Et on savait qu'elle courait un risque très élevé de décès. Et en procédure de sauvetage, on a implanté cette patiente grâce à toute l'équipe de neurochirurgie. Elle a enchaîné les hospitalisations dans nos services, dans les services de réanimation. De nouveau, je suivais cette patiente, elle perdait très vite du poids. Et on a pu, avec une très brève hospitalisation de quelques semaines, réaliser l'intervention avec nos collègues neurochirurgiens. Les chirurgiens l'ont implantée. On a allumé la stimulation. Et depuis, ça fait 30 ans qu'elle est malade, depuis l'intervention, elle n'a jamais été aussi bien. Elle a repris pour la première fois de l'histoire de son trouble plus d'une dizaine de kilos. Et elle a repris l'avion, elle envisage de retravailler, c'est assez fascinant. Donc, dans ce cadre-là, on a évidemment posé une candidature pour un PHRC en lien avec le professeur Deveau, le docteur Zanello de la neurochirurgie. Donc c'est totalement fascinant, très stimulant, et c'est vraiment une chance, c'est très riche de collaborer avec les différentes spécificités et spécialités du GHU. Et un autre grand projet qui nous préoccupe, c'est comment faire que nos patients qui en 3-4 mois de renutrition, prenant 15, 20, 25 kilos, changent énormément de choses, mais pour beaucoup rechutent après l'hospitalisation et de manière assez précoce. Et on a très peu de marqueurs aujourd'hui prédictifs de la rémission dans l'anorexie mentale. Et donc on a un grand projet qui devrait commencer début 2020, qui est d'ores et déjà financé, d'analyse de biomarqueurs de rémission, en sachant que c'est la grande spécificité de la recherche dans l'anorexie mentale. On change énormément un marqueur très important qui est le poids, avec des changements, comme je vous le disais, d'autour de 20 kg. Il y a beaucoup de choses qui changent au niveau cérébral et au niveau métabolique en général. Et on a très peu aujourd'hui de facteurs, de biomarqueurs de cette rémission. C'est une priorité dans la recherche sur les troubles alimentaires et l'anorexie mentale en particulier.